Hello, c'est Valentin. Deux petites choses rapides avant de commencer cet épisode. La première pour t'informer que nous organisons désormais des lives tous les dimanches soirs avec des petits jeux, des quiz et des cadeaux à faire gagner. Le tout dans une ambiance détente. Alors si t'as le temps, n'hésite pas à passer une petite tête sur notre chaîne Twitch ou YouTube. Deuxième chose, l'Euro 2024 arrive et dans l'objectif de se développer financièrement, 11e art est à la recherche d'un partenaire qui pourrait nous accompagner tout au long de la compétition. Si tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui bosse dans une boîte qui serait intéressé, n'hésite surtout pas à nous envoyer son contact ou à transmettre nos coordonnées ou nos réseaux sociaux sur lesquels nous répondons très rapidement. Et enfin, pense à t'abonner, à liker et à activer les petites cloches pour être informé des nouveaux épisodes. Très bon épisode à toi. Salut les boys, comment ça va? Petit Thomas Javal, c'est cadeau. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui va remonter dans le temps, un bon old fashion des familles avec de l'orange et du whisky. Bilal fera l'orange et je ferai le whisky si ça vous va. Comment tu vas mon vieux? Écoute, ça va moi Alex, pressé de te raconter la belle histoire d'Oscar et Serreur. Bah écoute, je t'avoue que même moi qui ai joué en EDF en 33 et en 40, j'ai aucun souvenir de ce bon vieux Oscar sur le terrain. Mais par contre, je me souviens que niveau opposition au nazisme, pardon, il y avait quelqu'un. Alors, est-ce que tu veux bien nous rafraîchir la mémoire sur la pelouse? Oui, moi Alex, je vais vous raconter un petit peu tout ça, vous parler un petit peu de l'homme, mais aussi du joueur. Oscar et Serreur, né en 1914 en Alsace, une Alsace à l'époque allemande, pour encore 4 ans. Et c'est cette dualité dans ses origines qui est d'autant plus intéressante dans cette histoire. À l'âge de 20 ans, il devient professionnel dans le grand club de la région, son club de cœur, le Racing Club de Strasbourg. Pour ce qui est du profil du joueur, le journal Paris Soir le décrit en 1937 comme un gros travailleur de l'attaque, partout, toujours et généralement avec succès. Ça va, le gars avait l'air plutôt chaud. Il passera 4 saisons à Strasbourg, 4 saisons au cours desquelles il ne réussira pas à gagner de titre avec le club alsacien, malgré une place de vice-champion de France en 1935 et une défaite en finale de Coupe de France en 1937. Ses performances lui permettent tout de même de rejoindre l'équipe de France, où il va assez vite s'imposer en tant que titulaire et découvrir les joies de disputer une Coupe du Monde à la maison en 1938. Il se présente comme un des hommes forts de l'équipe de France, et lorsqu'en quart de finale, les Bleus sont opposés à l'Italie, tenante du titre et favori, c'est lui qui redonnera espoir à tout un peuple en inscrivant le but égalisateur au début de match. Malheureusement, cela ne suffira pas et les Bleus perdront le match 3-1, mettant fin au rêve d'un titre à la maison. Bon, pour le moment, je ne vous ai pas encore parlé de victoire le concernant, et pour cause, elles arriveront à partir du moment où Oscar Esserrer quittera son Alsace natale et sera transféré au Racing Club de Paris, la première équipe de la capitale à avoir dominé le foot français. Et c'est avec cette formation qu'il remportera ses 2 premiers titres, 2 Coupes de France, en 39 et en 40, mais la réalité de la guerre va le rattraper. Ok, donc tu nous as un peu vendu un profil Vitinha avec un peu plus Alors, de réussite, non? alors lui, il se considérait plutôt comme un Vira, mais il était Ah plutôt oui, offensif quand même. Ouais, il l'a ok, dit ok. apparemment, il se considérait plutôt comme ça. Mais j'imagine que, surtout en juin 40, c'est l'armistice, le rattachement à l'Alsace, sa région natale, ça devait être, une gestion un peu, compliquée pour lui, non? Ouais, exactement. Oscar Esseror part au front et va combattre sur la ligne Maginot, mais en 2 mois, l'armée allemande, la Wehrmacht, écrase l'armée française et retourne donc à Strasbourg pour retrouver sa famille. Et il va retrouver sa région en pleine opération de germanisation menée par les forces allemandes. On ne peut plus parler français, les noms des rues changent et son statut de joueur professionnel lui a été enlevé. Il doit trouver un travail sur place et devient gérant d'un débit de tabac. Mais en parallèle, il essaie quand même d'aider, notamment en faisant passer des familles juives en direction de la Suisse. Mais il reste un joueur de l'équipe de France de football, si ce n'est le meilleur de l'époque, et son statut ainsi que celui de certains de ses coéquipiers alsaciens en équipe de France intéresse l'armée allemande, qui souhaite en faire des ambassadeurs. Les nazis créent un championnat local amateur où le vainqueur pourra disputer la Coupe d'Allemagne. Oscar Esserrer retourne donc au Racing Club de Strasbourg, devenu le Rasensport Club. Ah ouais, c'est incroyable. Donc le mec, il passe du statut de cadre en équipe de France pour, jouer pour les nazis. J'imagine que, la transition coupe du monde 38, en France au match, contre la banlieue de Strasbourg, ça a dû piquer un peu. Mais tu parlais d'une volonté de l'armée allemande, du coup, d'en faire des symboles. Concrètement, ils ont fait quoi de ce gars? Bah, l'idée globalement, c'est de redonner de l'intérêt de la part de la presse au championnat local et notamment à un derby. Celui qui oppose le Racing Club de Strasbourg et le Red Star Strasbourg. Et c'est d'autant plus un derby qu'il oppose deux visions. D'un côté, le Racing Club de Strasbourg qui fait de la résistance passive face
au Red Star, qui lui vient d'être intégré au SS et qui vient de recruter 4 joueurs professionnels pour affirmer ses ambitions. Et la prochaine cible, c'est Oscar Esserrer. Un soir de 1940, en rentrant de l'entraînement, il se fait arrêter par 3 voitures. Dans l'une d'elles se tient le pharmacien du quartier, qu'il a évidemment balancé, et il se fait emmener au siège de la SS pour des heures d'interrogatoire. Les Allemands font tout pour qu'il rejoigne le Red Star. Oscar Esserrer refuse poliment, mais n'en sort évidemment pas sans quelques menaces bien senties. En décembre 1940, c'est enfin l'heure du derby. Cette rencontre a lieu au stade Tivoli devant 15 000 personnes, et le Racing d'Oscar Esserrer change pour l'occasion la couleur de ses chaussettes en rouge. Ils arborent donc ce jour-là une tenue composée de bleu, de blanc et de rouge. Ils remporteront le match 3-1 avec évidemment un but d'Esserrer, mais c'est surtout une victoire pour la résistance passive. Ok, l'anecdote est énorme, Bilal, parce que ça fait vachement penser au sous le capot qui a été fait par Motas et Val sur pas la résistance ukrainienne, mais du moins les premières manifestations anti-russes qui ont été très fortes en Ukraine. Et là, tu es en train de nous expliquer qu'on est donc en 1940 et que tu as vraiment une résistance au sens propre du terme qui va à l'opposition des nazis, c'est ouf. Mais du coup, j'imagine que les sanctions derrière, elles ont dû être terribles pour lui, non? Finalement, ils vont plutôt le laisser tranquille. Toucher à la vedette, ça aurait pas été stratégique pour les nazis. Mais en 1943, les choses vont changer. L'armée allemande fait face à de nombreuses pertes sur le front russe et incorpore de force des Alsaciens pour soutenir l'effort de guerre. Oskar Esserrer est de nouveau convoqué par les nazis. Il doit lui aussi rejoindre le front de l'Est. Il refuse. Il lui propose alors de jouer un rôle d'ambassadeur de leur politique. Il refuse de nouveau. Les officiers allemands ne disent rien, mais il comprend le message. Il doit fuir à l'étranger. Il divorce de sa femme pour éviter les représailles de l'armée allemande et va prendre l'identité d'un homme mort, un certain Louis-Henri Malaisé. Sous cette nouvelle identité, il quitte la France avec l'aide d'un ancien coéquipier du Racing en direction de la Suisse, mais il n'oublie pas son devoir et après quelques temps passés dans un camp suisse, il revient en France en août 1944 à Pontarlier afin de rejoindre l'armée française libre avec laquelle il finira la guerre. 9 mois plus tard, il retrouvera le maillot de l'équipe de France à l'occasion d'un match de gala face à l'Angleterre. Cela fait alors 3 semaines que la guerre a pris fin. Dans un Wembley comble, l'équipe de France est menée 2-1, une habitude pour des Français qui avaient toujours perdu jusque-là à Wembley. L'arbitre est sur le point de siffler la fin de la rencontre quand un joueur surgit pour égaliser à la dernière seconde de jeu. Il fallait forcément que ce soit ce bon vieux Oscar Esserrer. Très beau symbole. Et il a continué à jouer par la suite? Ouais, il a continué à jouer quelques années à Strasbourg, mais il comprend assez vite que sa carrière est derrière lui. Il faut recontextualiser la chose. Quand il prend part à la guerre, il a alors 26 ans. Ses meilleures années l'attendent alors, et c'est d'ailleurs un regret qu'il aura éternellement, celui que la guerre lui aura volé les plus belles années de sa carrière. Mais il ne lâche pas le monde du foot pour autant, et anecdote qui va plaire à notre ami Val, en 1950, un club naît, un certain Olympique Lyonnais qui intègre la 2e division française, et le premier coach de l'histoire de ce club sera Oscar Esserrer. Et ça va plutôt bien marcher pour lui parce qu'il va dès la première saison faire monter le club en première division française. L'occasion donc d'affronter Saint-Étienne. Et oui, le 28 octobre 1951, le premier derby a lieu entre les deux clubs. Et c'est le promu lyonnais qui l'emportera 4-2 dans ce premier affrontement, qui en appellera de nombreux autres. En 1954, Oscar Esserrer finira par quitter définitivement le monde professionnel, mais ne restera jamais loin de Strasbourg et de la Méno. Merci beaucoup, Bilal. C'est ouf ton format. C'est en fait notre ami Oscar, c'est l'anti-Alexandre Villaplane. Je vous encourage tous à vous renseigner sur ce gars qui a été capitaine de l'équipe de France et qui en 1944 a carrément été naturalisé allemand et qui est devenu officier SS, qui est une sorte de mafieux brigand qui a commis des crimes abominables. Et je vous encourage quand même à aller lire et vous renseigner sur l'histoire d'Alexandre Villaplane. En tout cas, on se retrouve lundi pour un nouveau live et un nouveau quiz endiablé. On a des revues de l'after à vous faire gagner. On a fait un live dimanche dernier qui était hyper sympa, animé par Bilal justement. Et j'espère que vous serez nombreux au rendez-vous. Yes, à lundi les gars.